Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission Premium avec la chaîne YouTube de Paris United. Vous le savez désormais, une émission par mois sur des sujets un peu à froid. Et aujourd'hui, on va revenir sur les présidents du Paris Saint-Germain qui ont marqué donc le club de la capitale avec mon casting. Clément Pernia, Jean-Baptiste Guégan à ma gauche. Salut Hugo. Est-ce que c'est un thème qui vous inspire, les présidents? Bien sûr, avec grand plaisir. C'est des hommes importants de l'histoire du Paris Saint-Germain. Certains plus importants que d'autres. Donc, ouais, comment il parle bien, oh là Ouais. là, Ah, JB, tu dois laisser Clément Pernia, je pense. Ouais, ça, avec l'un des paliers. Ouais. À ma droite, Yacine Amned. Salut. Également avec Comme nous. dirait, Ça va, Mousse comme dirait Yacine, salut. Ils sont très éloignés. Ah, encore. mais Je sais ouais, pas ce qui se passe entre eux là. Vous êtes content quand même de faire ça? J'ai remarqué évidemment, toujours ceux qui sont à côté de moi. Non, c'est Il y a- même pas pour je ça, rigole. c'est parce que le canapé est plus Non, grand, de toute façon, on est le- plus à l'aise et que tu vois, Yacine façon, il est les- gentil, tu vois, il serre les jambes, il les prend sa place et que moi je suis allé comme Tu ça. sens qu'il y a trop de charisme là De toute pour qu'il y ait façon- une troisième personne. On va pas se mentir, les présidents. Oh. Là, c'est un sujet C'est- intéressant, mais après, intéressant sur certains sujets comme le Prou, le plan, etc. On y reviendra. Et puis Nasser après, Al-Khelaifi, il y a quand même Nasser une partie à Al-Khelaifi, faire, hein. Il y a la partie de Miso, évidemment, et Francis Borrelli, mais ça, c'est la partie de Yacine. Ouais, et évidemment, on va pas faire tous les présidents Oui. de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il y en a qui ont été des passages qui ont été plus courts que d'autres, hein, on va dire, mais on va s'attacher aux présidents emblématiques ou alors qui ont marqué le club de la capitale. Je remercie Motaiba Studio qui nous permet d'enregistrer dans ce très beau studio, qui nous permet d'avoir une qualité de son meilleure que sur YouTube. Je sais que vous peignez souvent du mien. Voilà, là vous pouvez pas vous plaindre. Le son est parfait avec Virage Production qui assure toute la réalisation et la production de cette émission. Voilà, on est parti pour cette émission sur les présidents qui va durer un peu moins d'une heure. On va faire plus court que d'habitude. Voilà, le but de cette émission, c'est de parler un peu, voilà, revenir sur les présidents qui ont marqué l'histoire du club. Je pense que, Yacine, si on démarre les présidents qui ont marqué l'histoire du PSG, on est obligé de commencer par Daniel Hechter. Je pense que tu es d'accord avec moi. Ouais. Qui prend les rênes du PSG en juin 1974, durant 4 ans jusqu'en 78. Et donc, à sa reprise, le PSG qui n'est qu'en 3e division, il fait remonter le club, il dessine les maillots, devenu historique du club évidemment avec la bande Hechter. Bref, c'est le premier président qui marque le club de la capitale né en 70. Ben, Esther qui était considéré pas comme de la haute couture. Ouais, Yacine, c'est faut ça. préciser pour les plus jeunes. Bien sûr. C'est Grosse pour ça. marque de haute couture à l'époque. C'est pour ça que c'est lui qui dessine le maillot. Ouais, c'est surtout que le PSG a été créé, puis décréé. Je sais pas si ça se dit. Je rigole. Je sais pas si Mais, ça s'est non, déjà il y a dit, eu mais, la fusion avec le PFC, il y a la séparation, il y a l'histoire du vote et tout. Donc en fait, c'est le premier vrai président emblématique du Paris Saint-Germain. Oui, il va dessiner le maillot. Alors il y a plusieurs légendes sur le maillot. Il y a l'histoire de l'Ajax avec cette bande au milieu. Il y a l'histoire d'une voiture qu'il aurait vue un jour et qui l'avait marqué. Bref, on ne sait pas trop. En tout cas, c'est lui qui va dessiner le fameux maillot Hechter. Donc rouge, blanc et bleu. C'est blanc, rouge, blanc, bleu. Voilà, avec la grosse bande au milieu. Et puis, c'est le début de la croissance du PSG, avec les premières recrues un peu stars, avec le Parc des Princes, avec... voilà, il y a toute cette histoire qui commence à s'écrire, alors qu'elle n'est pas encore grande, il n'y a pas de trophée, enfin, pas de trophée, pas de grand titre majeur. Je préfère dire ça. Mais voilà, mais c'est évidemment quelqu'un de très important dans l'histoire du club parce que, encore une fois, c'est le premier qui lance vraiment l'histoire Paris Saint-Germain en fait. Voilà, et c'est pour ça qu'il est marquant de ce côté-là. JB, un petit mot sur Daniel Hechter. Ce qui est intéressant avec Hechter, c'est que c'est lui qui pose les bases de ce que va devenir le PSG. C'est-à-dire les paillettes, c'est lui, les stars, c'est lui. Avec le gang des chemises roses, il amène le star system justement au Parc des Princes. Jean-Paul Belmondo. C'est Belmondo notamment, et puis c'est tous ceux qui vont finalement donner cette coloration. C'est un peu ce que disait Kezak, c'est-à-dire qu'au PSG il se passe toujours quelque chose, et c'est avec Hechter que ça commence. Et cette époque-là, elle est fondatrice de l'ADN du Paris Saint-Germain, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire du faste, la gloire, la recherche de la lumière, et puis aussi les tracas, parce que Hechter c'est aussi la chute. C'est le seul président de cette époque-là à tomber pour une affaire de caisse noire, alors que tout le foot français est concerné. Comme par hasard, on fait un exemple avec Paris. Hechter va être suspendu. Au départ, il va être banni à vie, puis il va être suspendu pendant un certain temps. Il n'aura pas envie de revenir dans le foot. Et c'est là où il va justement passer la main. Et juste un mot là, sur ce que disait JB, c'est parce qu'on parle souvent un peu des comparaisons, le PSG avec quel club et le Real Madrid. Je rappelle que le PSG,
tout cas les fondateurs, etc., rencontrent Bernabéu. Donc il y a une vraie filiation dans cette idée que ce club-là doit aussi attirer des stars, doit être bling-bling, parce que Paris c'est la capitale, parce que Paris c'est la France, mais aussi parce que le modèle à ce moment-là, en tout cas celui vers lequel on tend, c'est le Real Madrid, et notamment les grosses stars que le Real Madrid a attirées tout au long des décennies précédentes. C'est pour ça que Mousse, c'est intéressant de faire une émission sur les présidents qui ont marqué le Paris Saint-Germain pour comprendre comment il en est arrivé là. Voilà, Yacine le disait, j'y vais en parler aussi, c'est ce club qui est façonné par les stars, les paillettes, etc., qui l'est finalement avec QSI, hein, qui voilà, est dans une autre manière évidemment, mais qui a démarré comme ça. Il y a même des gens qui pensaient que ça allait démarrer en fait avec Canal+. Parce que l'image qu'avait Canal+, quand il rachète le PSG, c'est totalement ça. C'est d'abord le cinéma français, c'est les émissions qui cartonnent, voilà, on parlait à l'époque de l'esprit Canal, etc. Or, JB a tout à fait raison, ça a commencé au tout début de la création du PSG, avec les stars de l'époque, on cite Belmondo, tu avais aussi des gens de la chanson, des acteurs. Enrico Macias. Et voilà, exactement. Annie Cordy. Voilà, donc en fait, c'est dans l'ADN du PSG d'avoir un club qui brille. Cordy, ouais. Grand fan, Yacine, d'Ali Cordy, Tata Yo-Yo, hein, c'est ça. Si vous avez des singles. J'ai tous les 45 tours chez moi. C'est ce qu'on écoutait quand on était petit, parce qu'il n'y avait que ça. C'était avant l'arrivée du rap. Mais oui, en tout cas, cette image elle date ni de l'époque Canal+, et encore moins de l'époque QSI. C'est les moyens qui font venir évidemment les stars, mais c'était dans l'ADN dès le début parce que c'est les clubs de la capitale et tout ce qui va avec, tout ce que ça représente. Clément, un petit mot sur, je me rappelle, hein, vous qui avez écrit un livre sur 50 ans d'histoire. Une histoire populaire du PSG. Une histoire populaire du PSG avec JB. C'est aussi, Daniel Escher, c'est l'époque Echter, c'est-à-dire que c'est le PSG qui devient club résident au Parc des Princes, donc qui commence à créer son histoire avec le Parc des Princes en 1974. C'est la montée contre Valenciennes en juin 1974. Je ne sais pas si Daniel Echter est déjà là, parce qu'il arrive en juin 1974, mais ça doit se chevaucher un peu. De toute façon, il est toujours autour. Ouais, voilà, il est autour des premiers mouvements autour du club. C'est les premiers grands noms de l'histoire du club. On en a parlé dans une autre émission le mois dernier, mais c'est vrai que Jean-Pierre Dogliani qui fait monter le PSG, Moustapha Daleb qui deviendra la première idole du parc. Donc voilà, c'est les premières émotions en fait, c'est les fondations et les premières émotions. Donc voilà, moi évidemment je ne l'ai pas connu, mais c'est ce qui en reste dans l'histoire du PSG. On passe au deuxième président marquant, qui est celui qui le succède, juste après, Francis Borrelli, qui est le 5e président de l'histoire du Paris Saint-Germain. On va d'ailleurs écouter un petit morceau d'interview de Luis Fernandez qu'avait réalisé Clément Pernia il y a quelques semaines sur Francis Borrelli. Considéré comme un personnage ô combien important, parce qu'il était dans l'humain, il était extraordinaire. Il est vraiment un vrai papa, c'était vraiment quelqu'un qui était proche de ses joueurs. Mais attention, hein, il savait aussi de temps en temps te remonter un peu les bretelles. Hein, il arrivait, c'est pour ça que c'est quelqu'un que l'on pouvait ne pas apprécier, qu'on ne pouvait qu'apprécier. C'est vrai que c'est quelqu'un qui était volcanique, c'est un personnage. Mais je pense que sur ce que j'ai eu l'occasion de voir, avec Georges Perroche, l'entraîneur d'une époque, où c'était quelqu'un qui laissait les entraîneurs. Je ne l'ai jamais vu dans un avant-match, dans une causerie ou après un match, venir dans un vestiaire et être dans une causerie d'avant-match. Jamais. Il a toujours su rester en dehors. Après, après une victoire, il était content, il était heureux. C'est ce qui faisait son charme. Le deuxième président est resté le plus longtemps en activité, hein, derrière Nasser Al-Khelaifi quand même, il faut le noter. Je crois qu'il est encore un peu devant. Alors, il a été à la direction du club entre janvier 78 et mai 91, donc ça fait 14 ans. Nasser Al-Khelaifi est arrivé en 2011. Donc il a 13 ans. Ouais. Donc ça fait 13 ans, donc on peut penser que Nasser Al-Khelaifi va le dépasser effectivement. Donc à son actif, il compte le premier trophée en Division 1 quand même, à remporter par le PSG lors de la saison 85-86 avec Gérard Rouillet comme entraîneur. Le PSG qui termine devant le FC Nantes. Yacine, comment résumer ce passage de Francis Borrelli qui est voilà, lui aussi un président marquant de l'histoire du PSG? Alors, résumer, ce serait les fameuses embrassades à la pelouse du Parc des Princes, parce que c'est ce qui résume quand même Francis Borrelli. Maintenant, évidemment qu'on va aller un peu plus loin, et c'est le président un peu de l'exubérance, un peu de, sans être péjoratif, un peu de la sorcellerie et sa fameuse sacoche. Il y a plein d'anecdotes en fait autour de Francis Borrelli, c'est un vrai personnage. C'est une émission faite pour ça aussi. C'est un vrai personnage. Alors sa fameuse sacoche, alors il y a toutes les légendes dessus, c'est que dans tous les matchs, voilà.
Francis Borrelli, il est originaire de Tunisie. Et en fait, le truc, c'est qu'on a tout entendu dessus, que cette sacoche, c'était son porte-bonheur, qu'il y avait des talismans dedans. On ne saura jamais la vérité. Mais en tout cas, il y a toute cette légende qui s'écrit autour de lui. Il y a aussi déjà, parce qu'on parle beaucoup de Nasser Al-Khelaifi, on en reparlera après, sur cette fameuse proximité qu'il a avec les joueurs. Mais Francis Borrelli, c'est un vrai proche des joueurs. Il est amoureux de ses joueurs, et notamment de... Je dirais que c'est complètement différent, franchement. Oui, non, mais c'est un autre comportement. Mais c'est humainement... Et puis j'ai l'impression que c'est quand même plus sincère chez Oui, Borrelli. parce que c'est humainement différent. C'est-à-dire qu'il ne vient pas chercher quelque chose. Il est amoureux de ses joueurs. Voilà. Il les Alors fait que venir. Nasser Al-Khelaifi, il est plus fan, on a l'impression. Voilà. Tu vois la différence? Il les fait venir aussi parce qu'il les aime. C'est-à-dire qu'on a rappelé dans une émission précédente l'histoire de Safet Suzy qui avait signé 2 contrats et que finalement c'est une opportunité, mais c'est parce que c'est les joueurs qu'il aime. Son amour envers Mustapha Daleb. Voilà, Francis Borrelli, c'est aussi ça. Et puis c'est malgré tout le président des premiers titres. Alors les Coupes de France, 82, 83, avec des matchs légendaires. Et je dis légendaires, pas juste en termes de PSG, c'est légendaire dans l'histoire de la Coupe de France. Parce que les scénarios sont légendaires, parce que les qualités des matchs sont légendaires. Le PSG Saint-Étienne de 82 et le PSG Nantes de 83. Le PSG Nantes de 83, il est pratiquement considéré comme la plus belle finale de Coupe de France de l'histoire. Donc c'est dire. Et puis ce fameux premier titre de champion de France en 86. Donc c'est quand même un symbole de tout ça. Et c'est la croissance du PSG, parce qu'au milieu de tout ça, tu as déjà un premier quart de finale de Coupe d'Europe contre Waterskei, donc c'est un club belge, avec un scénario rocambolesque à l'image du PSG, une victoire 2-0. La plus grosse affluence du Parc des Princes ce jour-là, 49 000 personnes, enfin et quelques personnes. Le match retour là-bas, dans le brouillard, un scénario de fou, tu perds 3-0. Enfin, déjà, on était déjà dans... C'était les premiers... Le paranormal. Les premières épopées, mais tu étais déjà dans des histoires de fou. Mais voilà, et puis Francis Borrelli, malgré tout, c'est un personnage aussi du championnat de France, parce que c'est un président qui a marqué les esprits, parce qu'il était humainement apprécié par aussi beaucoup, malgré qu'il était le président du PSG, il était apprécié par beaucoup de présidents, parce que c'était quelqu'un de très jovial, de très communicant, de très Il y avait une sociable. déclaration que j'avais relevée de Gérard Rouillet qui disait, Gérard Rouillet, donc, qui était entraîneur du PSG l'année du titre en 86, en parlant de Francis Borrelli, il disait il restera surtout une figure emblématique du PSG. En plus du président, j'ai découvert un homme délicieux, et c'est pour ça que je cite, puisque tu en parlais, fabuleux, très généreux, avec une joie de vivre qui irradiait autour de lui. Il avait toujours un mot pour rire, pour décontracter, aider ceux qui étaient parfois en difficulté dans le club. Mais ça voilà, résume aussi la personnalité de Borrelli. Mais tout à fait. Et d'ailleurs, même si tout le monde est un peu, des fois, trahi par les joueurs, la déchirure qu'il y a eu avec Luis Fernandez sur son transfert au Matra, là, on ne parle plus de business. Il était touché humainement, parce que pour lui, c'était l'enfant du club. Alors, après, on peut toujours discuter sur le fait que est-ce que l'enfant du club, des fois, il n'est pas un peu plus maltraité que les autres et tout, il n'y a pas de problème. Mais malgré tout, ça a été une déchirure pour lui. Et même Mustapha Daleb en fin de carrière, voilà, il était attaché à ses joueurs. Et la plupart des joueurs de cette époque qui en parlent, c'est facile d'en parler après en bien, mais très rarement, on a quand même des commentaires qui sont négatifs. Il avait ses défauts, mais humainement, c'était un vrai personnage. Alors, les défauts, c'était plutôt JB Les défauts, c'est simple, c'est-à-dire que beaucoup de promesses, beaucoup d'envie, peu d'argent pour le faire, donc beaucoup d'arrangements, beaucoup de difficultés sportives de fait, parce que c'est compliqué de mettre en place un budget. Et puis Luis Fernandez, s'il part, c'est aussi parce que il est sous-payé par rapport à sa valeur, par rapport au fait que c'est un international reconnu et à ce moment-là, plus que le joueur emblématique. Fernandez fait partie du carré magique de l'équipe de France, C'est ça. avec Giresse, Et il est payé comme un joueur de second rang dans un grand club. C'est une star de l'équipe de France, Fernandez. Exactement. Lui, il se sent un peu, voilà, comme tu dis. Il sent malmené. Et puis, Borrelli, c'est aussi le président qui va connaître la transition vers le football fric. C'est les années tapis baise, et clairement, Borrelli ne peut pas suivre. Et cette compétition-là, elle va littéralement le mettre en situation très difficile. Et les dernières années sont très compliquées pour les supporters du PSG, parce qu'il n'y a plus d'argent. Et qu'à un moment, il faut trouver une porte de sortie. Et c'est là où arrive justement cette situation assez folle, c'est que Berlusconi arrive et a la possibilité de racheter le club. Et à ce moment-là, la mairie de Paris, ça s'agite. Et Jacques Chirac dit, il est hors de question qu'un Italien, a fortiori avec ce groupe de médias, vienne en France. Et donc là, il laisse le week-end pour trouver un repreneur. Matra et donc Lagardère sont sollicités. Lagardère dit écoutez, si à la fin du week-end vous n'avez trouvé personne, je reprends le club.
l'épisode Matra Racing était déjà fini. Et puis l'information arrive jusqu'aux dirigeants de Canal+, et notamment jusqu'à Rousselet, qui est le patron de Canal. Et qui est un très bon ami de Mitterrand aussi. Voilà, qui est un ami de Mitterrand. Tout le monde a compris l'intérêt croisé. Il faut préserver finalement la France d'une influence étrangère. Et donc Canal se positionne, et en moins de 48 heures, ils bâtissent un projet pour le club. Ils retravaillent son identité et ils deviennent les actionnaires. Bah, tu fais une très belle passe D, JB, pour continuer un peu sur Juste sur Borelli, pour finir, c'est Vas-y. le premier président finalement qui crée des stars au PSG. Parce qu'il y a, quand tu reprends les joueurs d'époque, on va parler de Daleb, Suzic, Rocheteau. Battenet. Fernandez, Battenet, c'est déjà d'abord des internationaux en puissance, etc. Donc c'est vraiment sous l'ère Borelli qu'il y a eu les premières stars, parce que dans les années 70, je pense que c'est encore un peu anonyme, etc. Or, avec Borelli, tu as les stars du niveau de Fernandez, Rocheteau, et encore une fois, c'est que des internationaux. Donc, Et d'ailleurs, en parlant de Rocheteau, il ne devait pas venir. Et en fait, vous l'avez dit, mais Borelli, il aimait vraiment ses joueurs. Et du coup, quand il voulait un joueur, il donnait tout. Et Rocheteau, pour l'anecdote, il l'a signé dans les travées de Roland Garros. Pendant un match de Roland Garros, en fait, il ne devait pas venir. Il a négocié jusqu'au bout pendant un match et tout dans les loges. Et c'est à Roland Garros qu'il a signé, donc au début juin, que signe le contrat de Dominique Rocheteau. Il est venu jusque dans les... Voilà. et on avait le témoignage de Giscard dans l'émission précédente, Éric Bidot, qu'on surnommait Qui est Giscard. venu Voilà, voir et pour, qui a l'émission sur le Parc des expliqué, Princes. qui a expliqué aussi que c'était le président qui était très très proche aussi des supporters, qui l'invitait à déjeuner, quelqu'un que tu pouvais approcher, ce qui est impossible aujourd'hui évidemment, et ce qui a commencé déjà à être impossible, même ne serait-ce qu'avec Denisot, le président suivant avec lequel on va parler. Et Donc, il y a aussi cet aspect-là. C'est une phrase de Niso aussi, c'est qu'importe qu'on pourra me traiter de fou, il n'y a que les couleurs parisiennes qui illuminent mon cœur. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un chant du virage Auteuil, du Parc des Princes, et c'est vraiment la phrase qui restera. Il a marqué une époque, et aujourd'hui, il est toujours dans les mémoires des supporters du Paris Saint-Germain. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de suivre chaque président, etc., dans les épopées 70, 80, 90, pour arriver justement à voir aussi la différence et l'écart, et aussi le fait que les supporters ne puissent plus directement être pas impliqués dans le club, mais en tout cas avoir parlé avec le président tout simplement, etc. C'est le football. J'imagine qu'on va parler de Denisot, et c'est complètement autre chose. Exactement. Ça n'a rien à voir avec le foot populaire ou ce que pouvait représenter Francis Borelli. Parce que du coup, Borelli est obligé de vendre le club parce qu'il n'y a plus d'argent. Donc le club est vendu à Canal+, et donc à Michel Denisot le 31 mai 1991. On va d'ailleurs vous mettre un petit morceau d'interview réalisé par Clément Pernet sur la chaîne YouTube de Paris United. Elle est disponible, l'interview d'Alain Roche, sur la présidence de Michel Denisot, justement. Voilà, il avait assez de recul et d'intelligence pour avoir les bons mots par moment et trouver les bonnes solutions, savoir changer d'entraîneur quand il le fallait aussi, quand il sentait qu'il y avait une limite avec le management d'un entraîneur. Moi, après, c'était la classe. Voilà. J'avais connu Bèze, qui est différent, j'avais connu Tapi, Giroud aussi, qui était quasiment le président du club. Là, Michel Denisot, il a une sorte de stature qui se fait naturellement, il est au-dessus. Voilà. Et c'est vrai que je ne connais pas beaucoup de joueurs qui sont passés à Paris qui vont dire du mal de Michel Denisot. Hein. Moi, je me souviens, il a eu un geste magnifique avec moi, c'est que je me suis pété les croisés 2 fois, les 2 genoux à 1 an et demi d'intervalle. Mais pendant ma convalescence, il a dit, écoute, moi j'ai confiance en toi, je sais que tu vas revenir, on va te prolonger ton contrat. C'est pas tous les présidents qui peuvent faire ce genre de choses, surtout quand c'est le genou qui pète, quoi. Voilà. Canal+, Clément devient actionnaire du PSG. C'est le 6e président de l'histoire du PSG, Michel Denisot, qui va permettre au club de rayonner à l'échelle européenne, et remporte la coupe des vainqueurs de coupe en 96 évidemment face au Rapid Vienne, le championnat de France en 94 devant l'OM, 3 coupes de France en 93, 95 et 98. C'est les belles années du PSG. Voilà, c'est la première, alors il y a eu plusieurs époques au PSG, c'est la première très grande époque au PSG pour les raisons que tu as dit. C'est 5 demi-finales de Coupe d'Europe d'affilée, je crois, entre 93 et 98. 2 finales aussi de finales, évidemment. C'est surtout un président qui avait le respect de ses joueurs et de tout le monde. En fait, il y avait une forme de logique verticale, de vraie autorité, mais pas autorité dans le sens négatif, une autorité naturelle. Et il y avait un vrai respect des joueurs, il y avait une vraie hiérarchie.
Et c'est aussi pour ça que ça fonctionnait bien au PSG, c'est que voilà, il y avait une forme de charisme qui se dégageait de Michel Denisot, qui était à la tête de Canal. Il y a eu d'autres présidents après à Canal et donc au PSG, mais c'est vrai que lui, c'est celui qui reste. Et je pense qu'il reste aussi donc, pour sa dimension personnelle, mais pour l'époque qu'il incarne. C'est-à-dire que c'est le président des grandes années, c'est le président de la Coupe d'Europe. Et puis voilà, il avait de la gueule, il avait de la gouaille, et il était charismatique, il était voilà, face aux médias. La gouaille, je dirais pas ça, pas Denisot quand même. Mais voilà, c'était quand même quelqu'un qui. Très entendait pas, introverti, on entendait très jamais, calme. Non, mais qui en a posé, quoi. Voilà, Qui en a posé, oui et non. Alors, c'est pas le type de président qui allait gueuler dans le vestiaire, Non. etc. Ça n'a absolument rien Justement, à voir. il avait C'était pas un une tapis ou un autorité. baise. Par contre, il avait. D'abord, c'était déjà une star de la télé. C'est un mec qui a commencé tôt dans les médias, qui a été journaliste, qui a présenté le JT, qui a participé qui était là au tout début de la création de Canal+, qui a eu des émissions mythiques à Canal+, dont Mon Zénith à moi, qui était une émission qui cartonnait, où il invitait des personnalités, des acteurs, etc. Et en plus, quand Canal+ rachète le Paris Saint-Germain, c'est particulier pour eux parce que c'est aussi eux qui diffusent la première division, ce qu'on appelait la D1 à l'époque. Donc c'est vrai que ça a pu surprendre parce qu'il était à la fois propriétaire des droits télé, donc c'était le diffuseur des matchs, et en même temps propriétaire d'un club comme le Paris Saint-Germain. Mais il avait du charisme, tu as raison, mais de par en fait son parcours, je pense, et c'était déjà une star des médias à l'époque. Moi, la question que je me suis toujours posée, je ne sais pas si à l'époque, en fait, quand il devient président du PSG, est-ce qu'il est passionné de foot ou est-ce qu'il le devient parce qu'il est président du Paris Saint-Germain? Parce que quand tu suis Michel Denisot de par ses émissions et de ce qu'il fait dans les médias, il y a peu de sport finalement, il me semble. C'est beaucoup la culture et c'est toujours un homme de culture finalement. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est la question que je me suis toujours posée, moi, en fait. Il avait quand même commenté déjà des matchs. Oui, c'est vrai. Voilà, et il était aussi déjà très proche de Châteauroux, qui est sa ville, autour du club. Il a donc été président aussi. voilà, c'est pas juste. Enfin, il avait quand même un rapport avec le foot. Tu vois, voilà. Alors je te parle pas. Tu dis pas tout de suite, c'est pas Francis Borrelli voilà, en termes de passion. Mais il avait quand même déjà un lien avec le football, que ce soit en termes de club ou que ce soit en termes de journalisme. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au départ, il ne veut pas y aller. C'est-à-dire qu'on lui force la main, et c'est le premier président qui n'est pas actionnaire. C'est un président qui est finalement gestionnaire. Et ça va changer aussi. Ce qu'on appelle président délégué. Voilà, c'est le fameux président délégué, qui deviendra président complètement après, parce qu'il aura le titre. Mais c'est Lescure, le président exactement. de Canal, Pierre Lescure. Et on voit la gestion de Canal qui va accentuer l'image du PSG. C'est le moment du Party do Brasil, c'est le moment où tu vois les Brésiliens arriver, les Brésiliennes aussi avec les animations. C'est là où ça change véritablement dans le stade, et c'est là où commence le feuilleton clairement artificiel entre PSG et l'OM, parce que les deux se rencontrent et savent que pour nourrir le feuilleton du championnat de France et donc vendre les droits et valoriser l'investissement de Canal, il faut créer une rivalité. Il y avait déjà eu une rivalité entre Bordeaux et Marseille. Voilà. Sauf que là, les premiers gros joueurs qui arrivent au PSG, ils sont prêtés par Marseille. C'est l'arrivée de Bruno Germain, c'est Pardo, qui fera une carrière, voilà. C'est Angloma qui restera qu'un an parce que c'est contractuel. Et on va récupérer comme ça les premiers gros joueurs au PSG vont arriver dans ce cadre-là. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est cette rivalité qui naît avec l'Olympique de Marseille pour le championnat, puisque Canal diffuse, tu disais, la D1. Et c'est à partir de là aussi, il faut le dire, que vient la rivalité historique entre le PSG et l'OM. Oui, tout à fait, parce qu'il y avait. Avec Bernard Tapie, président. Parce qu'il y avait d'autres rivalités dans le foot. Mais la rivalité créée. Marseille Bordeaux, oui, effectivement. Et c'était. Et une fois que c'est parti, en plus, ça a tout de suite pris. C'est-à-dire que même entre joueurs, et on avait déjà parlé dans une émission précédente, quand ils se retrouvaient en équipe de France, c'était parfois compliqué. Il y a eu des matchs extrêmement violents que tu ne pourrais plus voir aujourd'hui. Des Marseille-PSG et des PSG-Marseille. Yacine en parlera mieux que moi. Moi, j'ai quelques souvenirs, effectivement, mais j'ai le souvenir d'un Dimeco qui frappe Wea ou Bernard Lama, je crois, qui lui met un coup de tête. Et puis Dimeco à l'époque, il était imbuvable. Quoi. Je veux dire, c'était un mec en fait, que tu détestais, mais c'était un peu comme Mota, on avait parlé dans l'émission, c'est un mec que tu aurais bien voulu avoir dans ton équipe. Parce que voilà, il allait. Et encore une fois, c'était pas le même arbitrage, etc. Mais c'était d'une violence inouïe. C'est-à-dire que ça ne pourrait pas arriver aujourd'hui. Et puis, ça chauffait. C'était plus Tapie qui chauffait, parce que dans le caractère de Denisot, c'était pas. Puis, en plus, comme je le disais, il fait partie d'une chaîne qui diffusait. Donc, il fallait être. Tu vois, tu pouvais pas prendre parti. Donc, Tapie, lui, chauffait ses joueurs. Et
il avait mis la fameuse phrase de l'entraîneur portugais Arthur Jorge, pardon, qui avait dit aux joueurs ouais, on va leur marcher dessus. Il avait découpé le truc, il avait mis ça dans le vestiaire et puis après on a vu ce que ça a donné. Donc c'était un début de vraie rivalité, mais c'était pas toujours très très sain et les joueurs des années après d'ailleurs on en parlait en disant c'était n'importe quoi en fait. Et que ce soit des joueurs marseillais ou parisiens d'ailleurs. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que c'est à Deniso et donc à la première période Canal qu'on doit la création du virage Auteuil. En réponse à Boulogne et en réponse il y avait que Boulogne avant. Voilà, et c'est vraiment eux qui permettent le développement d'Auteuil avec ce que ça implique, c'est-à-dire une vraie réponse à l'extrémisme d'une frange extrêmement limitée de Boulogne, et va naître la finalement confrontation entre les deux aussi sous cette ère-là, Canal, et notamment quand ça va se compliquer avec la fin justement de l'ère de Niso. En gros, c'était Tribune Auteuil, un peu la tribune populaire, de gauche, etc. Un peu multiculturel. Tourné vers les banlieues, l'autre plutôt voilà, tourné vers le 16 et des milieux très conservateurs, pour 16 pas dire l'extrême droite. Une partie à l'extrême droite, de la fameuse période des skinheads que Yacine et moi, et toi aussi, on a connu ça. C'était une époque effectivement où il était un peu dangereux d'aller voir surtout quand on s'appelait Yacine et Moustapha. C'était pas une période facile. Moi, je me suis fait courser 2-3 fois quand même. Mais ouais, et puis Deniso, c'est aussi la Coupe d'Europe. Je pense qu'on va en reparler. Clément avait commencé à en parler. Et c'est une décennie incroyable dans l'histoire du PSG pour la Ligue des Champions. Et les 2 finales consécutives, une qu'on gagne et une qu'on perd face à Arsenal. Barcelone, pardon. Et Deniso symbolise cette période-là. Il partira à la fin des années 90. Mais ouais, c'est un président charismatique avec des joueurs incroyables sous son mandat. Et c'est une période aussi, tu parlais de la rivalité avec Marseille, où on a beaucoup souffert. Parce que c'était, quand on faisait match nul, on était déjà content. On a pris des sacrés branlés quand même aussi. 93, quand il gagne le titre et que derrière on se fait battre avec la tête de Basile Boli qui sort de nulle part. Les mecs ont fait la Nouba ils ont fait la festa pendant une semaine. Ils se sont pris des cuites, les joueurs de Marseille. On se dit, bon, ils vont nous laisser au moins ça. Et ben même ça, on l'a pas. D'ailleurs, le PSG a récemment dit fêter devant le virage Auteuil, c'est 50 trophées. Il y a une erreur dans le chiffre parce qu'on est à 51, mais il y en a un qui est toujours pas comptabilisé. C'est une histoire d'enveloppe quelque part là. Non mais faut jamais l'oublier. D'ailleurs, c'est Nicolas qu'on parle souvent dans le podcast, et même Julien Cazard m'en parle souvent parce que ça l'a traumatisé. Quand Marseille est rétrogradé pour l'histoire de Valenciennes et quand il descend en Ligue 2, le titre doit revenir au Paris Saint-Germain et Canal+, voilà, propriétaire du PSG, donc je crois que c'est Monaco qui hérite, refuse le titre pour pas vexer les téléspectateurs, les abonnés marseillais, alors que le titre aurait dû revenir clairement au Paris Saint-Germain. Et je crois que c'est Monaco, il me semble, qui prend. C'est ça, Yacine? Non, ils prennent pas le titre, mais par contre, c'est eux qui prennent la place en Ligue des Champions. Ah oui, donc le titre n'est attribué à personne, mais c'est eux qui prennent. Voilà. Et Deniso expliquera quelques années après que il estimait que le titre se gagnait sur le terrain et pas autrement, ce qui est une manière de s'en sortir aussi avec les pirogues. Évidemment. C'est du business. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, mais je pense qu'on a été complet sur Michel Deniso. Après, il y a plusieurs présidents qui sont passés durant la prise de pouvoir de Canal+. Alors, il y a Charles Bietri qui succède à Michel Deniso, mais qui ne va pas rester très très longtemps. C'est celui qui prend Giresse, entraîneur. Non, c'est un passage exceptionnel. Il ramène des Nantais qui sont à la rue. Il ramène un entraîneur. C'est lui qui ramène Giresse, on est d'accord, Yacine? C'est le début de la catastrophe, l'élimination en Coupe d'Europe. Enfin bref, il n'y a plus rien qui va. Et ça met une jalousie au départ. Ouais. Parce que en fait, Bietri. Il arrive le 11 mai 98, il repart le 21 décembre 98. Bietri, pour le coup, qui est un vrai journaliste sportif. Oui. Il est vraiment il était grand reporter à l'AFP, directeur des sports de Canal. Commenter les matchs. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'en fait, c'est Charles Bietri, entre guillemets, parce que c'est pas une vraie lutte puisqu'il n'y a pas d'élection, mais qui est à la limite entre Deniso et Bietri pour reprendre le PSG. Et en fait, c'est Deniso qui est choisi par Canal+. Et Bietri, en fait, il va l'avoir mauvaise pendant toutes ces années. Donc quand il arrive, il veut montrer tout de suite qu'il prend le pouvoir, il fait son recrutement de Nantais, etc. Il y a le trophée des champions. Et en fait, ça explose direct. Voilà. Ça explose, ça tient même pas, ça explose direct. Donc voilà, c'est aussi une mauvaise gestion de lui par rapport à ses choix, mais c'est surtout parce qu'en fait, il y a 7 ans de frustration qui arrivent et qui veut montrer d'un coup qu'il aurait dû être là avant. Et en fait, il a fait tout à l'envers.
Et donc ensuite il y a Charles Perper qui est noté, qui Laurent carré Perper. comme oui. Hein? Laurent Perper. Non, Charles Perper. C'est Laurent Perper. C'est Laurent. C'est Laurent Perper. Ah, Il y a les sûrement gros, là, Charles je veux bien, quelque part, mais mais, non, c'est Laurent c'est- Perper. Non, c'est c'est Laurent Il y a Perper. Charles Villeneuve, Charles Bétry et il y a Laurent Perper. Dis Lolo pour les intimes. Ah, Perper, Huitième. moi j'ai cette image de Perper, mais je sais pas pourquoi, j'ai retenu que ça de lui. C'est, bon évidemment il vire Fernandez, et la présentation de Nicolas Anelka. Moi Perper, c'est Le en plus costume. la tenue d'Anelka, C'est ça. tu vois. Mais et lui il est tout fier, il est tout content Il est de en faire costume, revenir tu le vois à côté, Anelka. il est là. Ouais. Et tu sens que il y a quelque chose qui, dans sa manière d'être, ne va pas. Mm. Il n'a pas le profil d'abord d'un président du PSG, mais il n'a pas le profil tout court d'un dirigeant de club. Ça se voit Ah, tout de suite. tu vois, enfin, je sais pas, il a une vraie tête. Enfin, il s'habille Je comme sais un pourquoi bourgeois, il il a se la trompait. gueule d'un bourgeois. Et t'as l'impression qu'il colle pas du tout avec le Parc des Princes, Ça va pas. cette ambiance et tout. Ah, Et à un côté, t'as un Elka qui est habillé hip-hop avec une sorte de gilet en peau de mouton sans manches. Et lui qui est posé à côté avec un super costard tiré à... J'ai cette image-là et évidemment la brouille avec Fernandez où il finit par le... Et du coup, durant le mandat de Laurent Perper, il doit quand même réduire la dette, hein, c'est un peu son objectif. Il y a la Coupe Intertoto remportée face à Brescia. Bon, après, c'est pas un président évidemment connu des supporters du PSG, parce qu'il arrive aussi dans une période où c'est plus compliqué. Enfin, il Yass. doit réduire la dette et puis il ramène le fameux PSG banlieue. Et il achète des C'est lui. Luxins, Ouais, des c'est lui Dalmates qui et fait Anelka. Dalmat, Anelka. C'est lui. Et il rappelle Anelka que tu as vendu 5 ans avant à Arsenal pour 3 millions d'euros. Et il revient, enfin 3 millions de Il francs, le d'ailleurs, rachète c'est super n'importe cher quoi. en plus. Ouais, on Bah était oui, il pas rachète encore. 200 millions de 200 francs. millions de francs. 200 L'équivalent de 30 millions d'euros aujourd'hui. Bref, une gestion catastrophique lui aussi. C'est le début des années sombres. Oui. Euh, Là, on peut le avec- dire, hein, c'est vraiment un passage très très sombre pour le Paris Début Saint-Germain. des Clairement. années 2000 là. Non, ouais, Bravo, c'est le bravo. début des années sombres avec une ou deux saisons où ça va à peu près. Mais sinon, globalement, tu as 10 ans terribles et sauvés un peu par les Coupes de France. Dans la fameuse saison 2003, Mais mais, voilà. c'est pas lui, c'est Graille. On va parler après. Alors, Francis je Graille. sais pas si on peut passer à Francis Gras directement, Clément. Bah, moi, j'ai pas un grand souvenir de Francis Graille, parce que le premier que j'ai vraiment connu, c'est son Il successeur, arrive c'est Pierre Blaillot. le 5 juin 2003 et il va remporter la Coupe de France 2004 face Voilà. à Châteauroux. Il vient de Lille. Mais en fait, Francis Gray, le truc, c'est que il est connu dans le milieu pour un peu relancer les clubs, reprendre les clubs, assainir les finances et vient de redonner Lille un aussi, vrai hein, projet. c'est ça Ouais, il vient de Lille Avec Vaïd. avec Vaïd, mais il était à Lille avec. Oui, un dirigeant, je cherche son nom. Ouais, bref, on va Ouais, le trouver. voilà. Et en fait, c'est un binôme, C'était Dayan. d'ailleurs. C'est un binôme Ah, à bah, Lille. C'est pareil, c'est un spécialiste de la reprise des clubs. Et en fait, ils vont se séparer et c'est lui qui va reprendre le PSG avec un projet, normalement. Un projet qui va prendre forme la première Tu année. sens qu'il y a moins d'oseille quand même quand il arrive. Ouais, Tu te dis, bon, mais le projet prend forme la première année, puisque tu fais deuxième, tu es à la lutte ouais, avec mais Lyon. c'est- Voilà, et puis, dès la deuxième saison, ça va se compliquer. Avec le recrutement de Jérôme Bretagne, par exemple. Non, je rigole. Non, mais c'est aussi mais il c'est arrive aussi là, le caractère à ce moment-là, d'Aïlodzi qu'il faut. Non, Vaïd Il faut et le bosser, lui. parce que la première saison, ça se passe bien. En fait, c'est des amis. Hein. Oui, non, Au je moment- sais. à ce moment-là. Moi, je te parle Mais du justement, rapport de Aïlodzi avec ils les vont se joueurs, hein. brouiller. Ouais, mais Il justement, sera obligé de Vaïd. le virer, mais à contre-cœur, Voilà. il sera dégoûté. Voilà. Mais ouais, je me rappelle très bien. Mais Vaïd aussi a participé à ça parce que entraîneur très dur et que tu supportes la première année, mais la deuxième année, c'est super compliqué, quoi. Et Graille, qui travaille avec Aïlodzi à Lille et que ça se passe bien, il le fait venir à Paris. La première année, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Et la deuxième année, ça se casse la gueule, les joueurs n'en peuvent plus, il y a des brouilles à droite, à gauche, enfin voilà, personne ne le supporte. Et Graille, tu sens qu'il n'a pas envie de le virer, mais qu'il n'a pas le choix. Et il sait que Vaïd, en plus, c'est un mec qui est archi rancunier, et je pense qu'il va lui en vouloir pendant très longtemps derrière, parce que Vaïd voulait absolument rester. Enfin, le caractère de Vaïd, c'est ça, c'est j'ai raison, eux ont tort, j'ai gagné des trophées en tant que joueur, j'ai relevé des clubs, etc. Et finalement, il sera obligé de s'en séparer, quoi. Ensuite, il y a Pierre Blaillot pour le dernier président de côté Aucun Canal+. souvenir. Ah ouais, j'ai un souvenir de lui. Qui était, C'est alors, vrai qui était chef d'entreprise à temps plein, donc il n'était pas vraiment enfin, il était à la présidence, mais il était là la moitié du temps, un peu mi-temps bénévolement. Avant. J'ai un souvenir parce que c'est lors de la saison 2005-2006 que Laurent Fournier est entraîneur du PSG. Et en fait, il le vire alors qu'on est deuxième Deuxième. ou troisième. Mm. Donc Laurent Fournier, ça se passe plutôt bien, tout se passe bien et tout. Et là, tu as le président d'un coup qui le vire pour mettre Guy Lacombe, si je dis pas de bêtises. L'immense Guy Lacombe. L'immense Guy Lacombe, l'immense moustache. Et là, c'est la descente aux enfers. Après, on y reviendra les années Kézak. Mais
c'est quand même caractérisé par ce choix catastrophique de virer un entraîneur qui est en haut du tableau en pleine saison. Mais c'est typique de cette génération de présidents qui, parce qu'ils ont réussi en tant qu'entrepreneurs, se disent que les mêmes recettes fonctionnent, alors que ça marche pas du tout comme ça. Et alors qu'il est capable de gérer un groupe de plusieurs milliers de personnes, il se dit, bon, ça va, c'est une filiale comme une autre. Non, Et mais il a pris fait un nom, il a n'importe pris quoi. la combe parce qu'il avait réussi à droite à gauche sur des clubs qui Sochaux. n'étaient Ouais. pas de la Sochaux, même à dimension Cannes. que le Paris Saint-Germain. Et lui, il s'est dit, bon, Fournier, bon voilà, c'est un ancien joueur. Ou bon, voilà, c'est Il pas était à la tête de spectaculaire, Géodis, je crois, c'est ça? Il me Je me semble, rappelle à plus, ce moment-là. franchement, je me rappelle plus. Et Ouais, bonne question. non, mais je me souviens de Je sa peux pas présentation, te dire. c'est-à-dire que je me souviens très bien de ce moment-là parce qu'on espérait beaucoup. Et il est arrivé en disant, je vais faire comme j'ai Ouais, mais c'est comme ce j'ai que j'allais fait. dire, dans moi, c'est l'entreprise. qu'en fait, bon, Pierre Blaillot, déjà, il n'a pas marqué le club. Mais en Après, fait, moi, ce que j'allais dire, c'est. c'est vous Non, qui non, nous mais il y a- arrêtez il y a- dessus, il y a un hein. truc- Vous aurez Non, mal, on vous en pouvez- parle un peu. Non, parce non, qu'il faut mais le il y a, savoir, non, mais il y a un truc intéressant, c'est que au PSG, il y a eu plusieurs présidents, chacun avec qualité, des défauts et tout. Mais je trouve que lui, c'est un peu le symbole de tout ce qu'on a détesté, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de côté humain, il y avait un côté froid, il y avait un côté arrogant, il y avait un côté moi je sais, alors que tu savais rien du tout. Et même dans sa communication, tu vois, même Bietri, tu vois, qui a fait un passage catastrophique. En fait, il y avait quelque chose, c'est-à-dire qu'il a essayé de te vendre l'histoire du football nantais, tu sais, parce que c'est pour ça aussi qu'il a fait venir Oui, des puis il y joueurs avait une nantais. passion aussi. Voilà. On sentait que le gars Là, était c'est concerné par vraiment foot, quoi, le tu mec très froid, pas de lien avec les supporters, pas de lien avec le club, pas de lien. C'est le lien. bureaucrate, Ouais, c'est quoi, tu vois, horrible. bureaucrate, C'est businessman, horrible. C'est-à-dire que son passage, il est pas bon, mais même lui, tu vois, parce que Laurent Perper, ce que disait Mousse tout à l'heure, t'as presque un peu de peine pour lui, tu vois, te dire, qu'est-ce que tu fais là en fait? T'es pas à ta place, mais tu sais, il est gentil, tu vois, il essayait de communiquer. Lui, c'est vraiment le passage horrible, c'est-à-dire que la communication, elle est pas bonne, la présentation, elle est pas bonne, le projet, il n'y a rien qui va. En La fait. dégaine, elle est pas bonne. Ouais, non, mais c'est vrai, il n'y a rien qui va. Ouais, Bon, c'est voilà, comme en quand tout à cas, Rennes, pour- ils avaient nommé l'ancien président de TF1, j'ai oublié son nom. Il a fait quelques mois. À mais Rennes, il n'est pas resté ouais. longtemps. Oui, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Si, si, ouais. C'était pas Mujot, c'était l'autre. C'était l'autre, c'était celui le au-dessus, pendant de Moujotte, mais j'ai oublié son Mais nom. ouais, ouais. Pareil, personnage très froid, Ouais, dirigeant ouais. très Lelay, craint à TF1. Ouais, Lelay, Pat- exactement. Patrick Lelay, c'est ça. Dirigeant très froid, à TF1, tout le monde le craignait. Voilà, il avait fait la réussite du groupe TF1, etc. Et tu le nommes à Rennes et ça n'a pas marché parce que c'est pas la même chose, quoi. C'est pas du. Tu peux pas mettre des gens comme ça à la tête d'un club de foot. Ils n'y connaissent rien et tu peux pas faire du business avec un club de foot comme tu fais du business avec une chaîne de télé. C'est pas possible en fait. C'est En pas tout cas, il remporte quand même la Coupe de France hein, avec Guy Lacombe en 2006, quand même face à l'OM. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de titres à ce C'est le moment-là. seul Donc, truc qu'on va retenir de Blaillot. ah oui, quand même, la Mais frappe même de pas, Lucas même pas, Lorasso même pas. en finale. Mais je crois que tous nos présidents, ils tous au moins une Coupe de France, une Coupe de la Ligue, parce qu'à chaque fois, on a eu des saisons sauvées par. Non, c'est vrai. Ah oui, on mais a était une dit équipe ça, de- pour Grail, vrai. non, Grail, je crois qu'il a rien. Grail. Non, Grail, il a pas. Non, il n'y a que Grail. Mais bon, il reste 2 ans. Mais en gros, à peu près, parce que en fait, nous, c'était le truc pendant longtemps, jusqu'à QSI, en fait, le PSG, c'était qu'une équipe de coupe. C'était Ah oui. pas une équipe de Ah championnat. non. Et c'est Battre pour ça que- Marseille au Stade de et c'est- France 2-0 avec un but de Vicage Dorasso, quand même, c'est Ouais. juste Et lunaire. c'est pour ça aussi qu'on dit à chaque fois dans les podcasts que Paris a la Coupe de France dans le sang, c'est son Bah ADN. oui. Parce Ah, que bien voilà, sûr. le PSG était une équipe de coupe parce qu'avant On en a 15. on pouvait pas gagner le championnat parce qu'il y avait Bordeaux et l'OM et Saint-Etienne. Et bien avant Qui que doit ici, aussi il faut le un peu rappeler aussi Mhm. aux plus jeunes, dans les années 90, on en enchaînait parfois 2-3 consécutifs. Dans les années 2000, c'est un peu. Le premier pareil. doublé Coupe de France, Coupe de la Ligue, il se fait avant que 98, l'époque de Rail. 99, Ouais. 98. Sauf je une crois. saison moisie 98. 98, avec un ouais, c'est doublé. ça, ouais. Mais on s'en tirait toujours grâce aux coupes en fait. Ça sauvait un peu la saison. hein. Clément, on passe ensuite à l'ère Colonie Capitale. Mmh. Fini Canal+, Alain Kéza qui est nommé président du PSG le 20 juin 2006 par le nouvel actionnaire majoritaire donc. Et lors de son mandat, il y a la Coupe de la Ligue 2008 face au RC Lens. Sa grande contribution à Alain Kéza, c'est aussi d'avoir apporté de nombreuses personnalités publiques en tant que supporter du PSG. C'est aussi, je pense, un des faits marquants de Ouais, d'Alain Kéza. alors, je t'avoue que c'est pas ce que je retiens d'Alain Kézak. Déjà, tu as parlé de son arrivée et du rachat de Parc Colonie Capital. Il avait tenté de racheter le club, lui, parce que c'est un fada du PSG. Pour le coup, on parlait de Borelli. Je pense que Kézak, Oui, vrai passionné. Kézak. Kézak avec Borelli, c'est vraiment le président le plus fan. Il essaye de racheter après Canal et tout, mais ça tombe à l'eau parce qu'il n'a pas les moyens, en fait, il n'a pas l'argent. Il est prêt à tout mettre. hein. Ouais. Et sa femme lui dit, mais tu vas tout perdre. Voilà, sa famille lui dit, mais il le raisonne parce que ça va pas du tout, en fait. Et, Même il arrive à trouver, voilà. Et voilà, au final, il est nommé président par Colonie Capital. Alain Kézak, c'est compliqué. Franchement, c'est les pires années de l'histoire du club, je pense. Là, t'es à 10 minutes. Ouais, mais on est attaché à Alain Kézak. Mais en même Parce temps, que- c'est triste parce que. Ça et le début de l'ère 2000. Ouais. En fait, toute la Parce que si on décennie quasiment. faisait une tier list président du PSG, on mettrait dans nos cœurs Alain Ah bah Kézak. oui. Vous êtes Un d'accord? Kézak. Oui, parce Ouais. que C'est le sens, son c'est la rapport famille. avec le club et son amour et sa sincérité envers le club,
Ça, il est même pas à démontrer. C'est un mec, Et- quand même, avant les matchs, il allait mettre du sel sur la ligne de but. Oui, un oui, peu, oui. on parlait tout à l'heure de Borelli, pour essayer de Contrecarrer, de enfin, voilà, contrecarrer, d'apporter le sort, le sort pour le PSG. C'est un peu comme Martel à Lens, quoi, tu vois. C'est des mecs comme ça, en fait. Tu vois. Ouais. Tu sais que c'est pas forcément l'argent ou le business, c'est d'abord l'amour du club. Et d'ailleurs, tu vois, c'est une folie de vouloir mettre tout ton argent et risquer de tout perdre juste parce que tu aimes le club, tu vois. Et franchement, il le dit dans son livre, il est malheureux au PSG. Il passe 2 années horribles. Il l'a dit, Il ouais. présente plusieurs fois sa démission, qui est refusée à chaque fois. Il vit très très mal ses années au PSG. Il démissionne avant la fin 2008. Il ne regarde même pas le match à Sochaux. Il est avec ses chèvres en Normandie. Et à la fin, on l'appelle pour lui dire que Paris est sauvé. En vrai, c'était vraiment très très compliqué. Il souffre, ouais, il souffre. Mais on l'aime Alain Casac parce Paul Le Guen, que. entraîneur, hein, qui... Ouais, il fait des erreurs, il a le dossier Paoletta à gérer, on en a parlé dans une autre émission, ça n'a pas été facile parce qu'il avait tout fait pour garder Paoletta, parfois au détriment du collectif. Voilà, c'était mais- très compliqué. À sa décharge, il arrive aussi dans une situation où le club est donc racheté. Racheté par. Alors, déjà, on parle beaucoup de Colonie Capital, mais on oublie qu'il y avait 2 autres. Oui, les trois propriétaires. Voilà. Alors, minoritaires, mais malgré tout, ils étaient 3. Que c'était un consortium d'Américains, que le projet n'était pas vraiment ficelé, qu'il y avait une histoire d'immobilier autour de ça. On sentait que le projet sportif, c'était pas le cœur du truc. Donc, il n'arrive pas dans une bonne situation, il n'arrive pas dans une... Dans les meilleures conditions. Ouais, voilà. Et lui, en fait, il veut faire du bien parce qu'il est amoureux du PSG. Mais en fait, le problème, c'est que les gens qui ont racheté le club à ce moment-là, ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs envers le club. Quelque part, je vais même aller un peu plus loin, ils s'en foutent du club. Eux, ils étaient là pour faire du business, donner une image en Europe, en France notamment, parce que c'était des Américains. Donc en fait, Paris a déjà aussi, dans son histoire, vécu finalement ce qui s'est passé, par exemple, plusieurs années plus tard à Bordeaux, etc. Les fameux Premier fonds des d'investissement. consortiums, fonds d'investissement Oui, qui oui. arrivent de l'étranger, qui pensent connaître le foot, mais qui ne connaissent rien, qui ont d'autres Mettre objectifs. quelqu'un en place, voilà, pour gérer les affaires Mais quotidiennes. Voilà. surtout qu'ils Alain peuvent Casac. faire de l'argent avec un club de Voilà. foot. C'est-à-dire quand tu arrives, après c'est les Américains hein, qui, dans leur business model de sport, ne fonctionnent pas du tout comme ça. C'est des ligues fermées avec des franchises, etc. Et là ils arrivent, ils se disent ah club de capitale, Tour Eiffel, etc. On va faire de l'argent et peut-être après autour l'immobilier, etc. Alors que ça marche pas. Et effectivement, c'est peut-être les pionniers, Colonie Capital. Ça n'a pas marché et d'autres ont suivi malgré tout. Et il n'y a pas que Bordeaux, il y a d'autres clubs où Ouais. même s'ils ne sont pas majoritaires, mais ils veulent mettre des fonds, puis après ils les retirent parce qu'ils voient que ça ne marche pas, etc., etc., etc. Mais Colonie Capital, effectivement, c'est une période qui est difficile et on a un peu souffert à cette époque-là. Il y a plusieurs présidents hein, qui succèdent d'ailleurs après Alain Casac, hein, donc qui fait 2 ans. Après, il y a Simon Tahar, ça va être très vite expédié, hein, il ne va pas rester longtemps. Je crois qu'il était déjà dans l'entourage de sûrement. de Oui, Casac, je crois, il me ouais. semble. Ensuite, il y aura Charles Villeneuve pour une saison, mais on connaît la crise qui éclate lors de sa présidence. Hein, les résultats sportifs ne sont pas si... Il y a le changement drastique de politique. Là, on ramène les anciens, je crois qu'on ramène les coupés, les Makelele. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Voilà. ça, Julie, là, bien sûr, Julie, hein. il manque lui qui a l'initiative, Thuram doit hein, signer. Charles Villeneuve. Thuram doit signer. Thuram les Destiny, les problèmes, problèmes de santé. D'ailleurs, on met un petit extrait d'une interview de Charles Villeneuve qu'on avait fait il y a quelques saisons. Que pour tu parler avais métier. fait. Que j'avais fait Oui. avec C'était archi Paris United. intéressante quand même, il y avait pas mal. Mais c'est vrai que j'étais un supporter du PSG. Je trouvais que l'aventure du PSG était formidable et que Paris avait besoin d'un grand club. Il me dit, ben PSG. Je lui dis, écoute, qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, je te repose la question. Est-ce que tu aimes souffrir? Si tu veux souffrir, deviens président. Et là, tu vas en chier. Et dans l'avion, de retour, Sébastien Mazia m'a dit, est-ce que tu accepterais de prendre contact? Je vais te présenter aux membres importants du conseil d'administration. Et c'est vrai que le conseil d'administration, c'était l'armée de Bourbaki, il y en avait partout. C'était un conseil d'administration fleuve, avec d'anciens présidents. Et de manière freudienne, un ancien président qui voit arriver un nouveau président, il n'est pas partisan du nouveau président. J'appelle ça les étrangleurs ottomans, moi. Si vous voulez, rien de plus fourbe que notre étrangleur ottoman. Et d'ailleurs, je ne me suis pas trompé. On en parlera après. Voilà pour l'extrait sur l'interview de Charles Villeneuve. Mais c'est vrai que c'est En un termes président sportifs, qui c'est essaye de ramener... c'est le plus cohérent. Sur les ouais. années 2000, enfin 2000-2010, en termes de sportifs, si on enlève la saison 2003, hein, évidemment, Tu parles du mercato, toi le projet sportif, ouais, voilà, c'est le plus cohérent. Voilà, ça ramène un peu des anciens briscards avec du talent aussi, hein, pas juste des gueulards. Mais voilà, et en termes de jeu,
honnêtement, c'est sur les années 2000, on n'est pas loin de la meilleure période parce que l'équipe elle c'est progresse pas sur les les pires, 2 c'est ans. sûr, Ouais. bien sûr. Alors, Il y avait ces tu vas saisons, pas chercher le titre, mais franchement, en termes de sérénité sur Ouais, la ouais. saison, on est sur les 2 saisons les plus tranquilles. Non, mais Il n'y a tu rien Tu fais une d'exceptionnel. super première partie de saison, Voilà. je crois. Ouais. Et après, tu t'écroules un peu, mais Mm. tu finis 5-6e. Et pour revenir au choix de Charles Villeneuve, en fait, il a été conseillé par Arsène Wenger, qui est l'un de ses meilleurs amis. Et tous ses choix sportifs, beaucoup ont été conseillés par Arsène Wenger, qui est à peu près un peu l'âme pensante et l'instigateur à ce moment-là des choix de Charles Villeneuve. Et l'équipe n'est pas, évidemment, l'équipe n'est pas dégueu. Il y a Mm. quelques noms, tu l'as rappelé, Julie, Cessignon qui était. Ouais. C'est Seignon quand même, quand on le fait très bon venir, joueur, c'est ouais, c'est pas mal. c'est Ouais, un c'est joueur pas qui est mal. très prometteur. Putain, On Makelele, investit quand même beaucoup à l'époque. oui, effectivement. C'est une grosse somme investie sur lui, j'ai pas le montant exact, mais on croit en. Ouais, malheureusement, Stéphane après, c'est la Cessignon, régularité, etc. Béninois. Voilà, c'est un peu. Voilà, c'est un petit peu un rendez-vous manqué. Mais, Ouais, c'est un flop quoi en fait. mais quand il était dans ses bons jours. Non, mais quand il. Non, à il a fait l'époque, des on matchs pouvait pas pas. mal, hein, il a fait des matchs. Là, c'était un peu mieux en termes de qualité Je définitive. crois qu'après, il va en première ligue et. Ouais, je crois que ça se passe. C'est pas West Bromwich Albion, il me Ouais. semble. Je sais qu'après, il finit en Je sais ça, première ça. ligue. Mais, Je vérifie. mais l'équipe, ouais, était loin d'être dégueu et c'était sur toute la décennie. La fin de cette décennie-là, quand on approche des années 2010, bon, ça va déjà un petit peu mieux. On a échappé à la relégation. L'équipe, elle est un peu plus cohérente, un peu plus structurée. C'est vrai que son passage, même s'il reste pas longtemps, c'est pas le pire des présidents. Quoi, tu vois. Non, Donc, bien sûr. Et puis pour avoir parlé avec lui, et puis il est toujours pas loin en coulisses au Paris Saint-Germain. Il est ami avec Nasser Al-Khelaifi, donc il suit les affaires quotidiennes du club aussi. Il reste un grand passionné du Paris Saint-Germain. Ensuite vient Sébastien Bazin, bon on va pas revenir dessus, et Robin Leproux. Alors là, il faut s'attarder un peu. Ce que avant je retiens de Sébastien Bazin, c'est son fils qui a participé à Koh-Lanta des années après. Et d'ailleurs, c'est l'un des meilleurs aventuriers de l'histoire de Exactement, Koh-Lanta. moi, c'est Parenthèse tout ce que j'ai fermée. C'est retenu. un habitué de Koh-Lanta. Voilà. Martin Bazin qui est très très fort, qui est super aventurier. Évidemment, Euh, c'est pour ça que je dis ça. Et donc Robin Leproux qui donc prend la relève de Sébastien Bazin, Ah, faut qu'on s'attarde qui sur devient le- le 15e président de l'histoire du PSG le 9 septembre 2009. Et il est le président qui a fortement remanié les groupes de supporters dans les tribunes T'es du gentil quand Parc tu des dis ça. Princes. Oui, je le dis avec des mots, voilà, j'enjolive un peu le truc, mais notamment en Auteuil et Boulogne. Hein. Et il avait comme objectif d'éradiquer la violence au stade, puisqu'on se rappelle à la suite de graves violences venues d'un certain nombre de groupes de supporters, puis de la mort tragique d'un jeune supporter du PSG, Yann Laurence, c'était sur un match contre l'Olympique de Marseille le 18 mai 2010. Robin Leproux publie un plan de remaniement qu'on appellera le plan Leproux, donc annonçant notamment la suppression des abonnements annuels aux supporters des tribunes Auteuil et Boulogne, et un plan donc, qui avait pour but, je le disais, d'éradiquer la violence aux abords des stades. Il y avait un supporter qui était mort déjà avant aussi. En 2006. Oui. En 2006. Bah, alors, rapidement sur le côté sportif, saison décevante. Ouais, on va aller vite là-dessus. c'est plus sur Ouais, le plan, décevante, mais finale de Coupe de France qui victoire contre Monaco avec le but de Haro en prolongation, qui vient sauver à peu près la saison, mais pas grand chose à dire sur cette saison, donc plutôt un échec. Sur le plan des tribunes, alors nous avec Mousse, on a eu la chance de le rencontrer et de discuter Bah, longtemps justement, avec c'est lui. pour ça que je me tourne vers toi. Il y a et plusieurs je choses vais que les gens essayer. oublient souvent. C'est que déjà en 2008, les Boulogne Boys avaient été dissous suite à la banderole contre Lens. Donc déjà, la dissolution avait commencé avant l'arrivée de Robin Leproux. Ensuite, la dissolution des groupes de supporters, c'est pas le Robin Leproux, c'est les préfectures de police de Paris. C'est pas du ressort du PSG. Lui, ce qu'il a mis en place, c'est le plan Leproux. C'est le placement aléatoire en tribune, le nombre de l'interdiction de se Il travaille avec les regrouper. autorités, donc Oui, mais- c'est lui qui. Après, sur le placement aléatoire, c'est une forme de. Mais oui, Bien sûr, non, mais je veux dire, il il y a des choses, c'est pas du ressort du PSG à l'époque. C'est quand même qu'il y a de la violence, il y a de la violence dehors. Il y a une vraie pression parce que le PSG est menacé de dissolution par les que même autorités si à les l'époque. Boulogne Bonnes sont dissous, ils sont toujours là. Enfin, c'est-à-dire qu'ils se réunissent quand même. La tribune Boulogne, elle existe toujours. Oui. Tu vois, il y a toujours des violences, il y a toujours des bagarres entre Auteuil et trucs. Ce qu'il faut dire, c'est que effectivement, quand il y a un mort, et moi, il y avait eu un mort en 2006, on l'a pas précisé, suite à un match de Coupe d'Europe, je crois que c'était face à Tel Aviv, où il course un supporter israélien. Et c'est un policier à l'intérieur du McDo qui le défend, puis finalement qui n'a pas le choix parce que les gens viennent vers lui et il tire et un supporter meurt. Et ensuite il y a eu l'histoire avec Laurence. Donc là c'est l'affrontement entre Auteuil J'y étais d'ailleurs ce match-là. et Boulogne. Et effectivement, quand tu es président, alors il est détesté par les anciens ultras du Paris Saint-Germain, aussi parce que suite à ça, il y a eu des perquisitions chez les supporters. Enfin, moi j'ai parlé avec beaucoup d'ultras qui m'ont dit c'est pas juste la dissolution et le fait que c'est ce qu'il y a eu après. C'est-à-dire des enquêtes, on perquisitionne à 6h du matin, on t'envoie en garde à vue,
pour des choses qu'ils n'avaient pas forcément faites. Ils ont vraiment vécu des choses terribles, tu vois. Et en même temps, quand nous on a parlé avec Robin Leproux, tu avais l'impression de Nicolas Sarkozy, qui était président de la République, ancien ministre de l'Intérieur. Il nous a dit, mais il avait une vraie pression du ministère de l'Intérieur et que c'était soit ça, ou soit c'était la fin du Paris Saint-Germain. Lui, c'est comme ça qu'il nous l'a vendu. Moi, je ne sais pas si théoriquement c'est vrai. Mais en gros, ce qu'il nous disait, c'est que si lui ne réglait pas le problème, ce serait le ministère de l'Intérieur qui le réglerait, sous le commandement du président Sarkozy, et qu'il y avait un vrai risque que le club disparaisse. Parce que c'était juste inconcevable qu'il y ait un mort pour du foot. Et ça, c'est vrai. On ne peut pas tuer des gens pour le foot. Donc lui, il est dans une position très particulière. Mais ça reste celui, en tout cas aux yeux des ultras et des supporters qui à l'époque occupaient ces deux tribunes, celui qui a mis la fin au groupe de supporters à Paris. Yacine. Ouais, c'est pas la meilleure période, mais en fait, il y a plein de choses. Il y a aussi le fait que, de toute façon, Colonie Capital veut vendre. Et que, justement, alors on le saura plus tard officiellement, même s'il y a toujours eu des discussions, il y a des groupes. Alors, ça finira avec le Qatar, mais il y a eu aussi des groupes des Émirats qui se sont renseignés. Et en fait, l'enjeu principal, c'était que ce n'était pas possible d'investir dans un club de foot, faire du business avec des tribunes qui étaient aussi violentes. Parce que comment tu fais venir les gens au stade? Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand tu vas au parc, tu es tranquille et tout. Il y a eu des années où, je sais pas, les gens ne se rendent pas compte. Je sais que c'est compliqué de dire ça quand tu es supporter. Et moi, j'ai été abonné pendant des dizaines d'années, mais il faut se rendre compte de l'ambiance et de l'atmosphère qu'il y avait autour du Parc des Princes. Très électrique. C'est-à-dire que, à la limite, tu vois, je vais même peut-être choquer des gens, mais à la limite, les faits de hooliganisme contre un autre club. Les mecs qui viennent dans une couleur, dans une tenue, avec des maillots, tu sais qui est ton adversaire. Là, tu sais pas qui est ton adversaire. C'est-à-dire que tous les mecs qui ont un maillot parisien, ça peut être un probable adversaire. Et ça peut se finir en bagarre, alors que le mec, il a un maillot du PSG. Donc, c'est très tendu. Et évidemment qu'il a le mauvais rôle. Mais je pense qu'il n'y avait pas d'autre possibilité pour que le PSG soit vendu. Et ce que disait Mousse sur l'histoire de est-ce que le PSG aurait réellement disparu, en tout cas, pour ceux qui se rappellent de cette période, parce que le pro en parle maintenant, etc. Mais pendant cette période, la rumeur existait. On entendait régulièrement le préfet dire c'est plus gérable, si c'est plus gérable. Comme l'a dit Clément, on dissout les groupes. Je rappelle, tous les groupes de supporters qui avaient au les Tigris Mystiques et compagnie, qui ont tous été dissous. Il faut rappeler aussi, Yacine, que vers la fin, avant la mort de Laurence, il y avait les affrontements pendant les déplacements. C'est ce que j'allais dire. ça sortait dans le stade. Et même nous, qui n'étions pas des ultras et tout, on disait, mais dans le stade, les mecs, il y a eu des matchs au Mans, par exemple. Les stades un peu qui étaient exigus, petits, parce que c'était pas encore la même arena. En fait, pendant les rencontres, il n'y avait plus personne dans la tribune. Tu vois, ça se battait. Ça se battait, d'un coup ils sortaient dehors, il n'y avait plus personne dans le parquage. Donc c'était un truc de fou. Et en fait, pour réussir à assainir tout ça, il n'y avait pas d'autre solution, il faut dire la vérité. Et moi, je vais dire, sur lui là, évidemment que son nom il est associé à ça, à ce que disait Clément sur la répartition des supporters, pas plus de 3, etc. Enfin bref. Mais moi je le dis clairement, je trouve inadmissible en fait que ce soit le seul président en France qui ait son nom associé à de telles réformes, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans plein de clubs en France. C'est juste pas normal que ça n'ait pas été un modèle de ce qu'il fallait faire pour à un moment donné régler le problème des tribunes. Parce qu'il l'a réglé. Il l'a réglé, moi je trouve qu'il l'a réglé, c'est vrai, de toute façon, mais c'était trop radical. En fait. C'est-à-dire que c'est quand même surtout, on l'avait dit dans une émission précédente que Boulogne, ou tout à l'heure, je crois que c'était JB qui l'avait dit, que Boulogne c'était d'abord la première tribune, et ensuite, oui, je crois que c'était Canal, avec Canal l'arrivée du virage au télé. Et au début, c'était pas forcément comme ça. Au début, même ça chantait, les chants se renvoyaient. C'était beau, franchement, le parc, quand Boulogne et Auteuil se renvoyaient les chants, c'était juste incroyable. Ça s'est dégradé vers la fin pour plusieurs raisons. Mais je pense aussi qu'il y avait peut-être aussi une manière de régler le problème sans forcément être aussi radical en supprimant des groupes de supporters, parce que c'est quand même l'ADN d'un club et c'est surtout l'ADN du Paris Saint-Germain. Il y a des clubs qui sont calmes en France où il n'y a pas de machin, mais enlever ça à Paris, mais t'enlevais tout en fait. Et on l'a vu après, on en reparlera après. Mais quand ils sont partis, c'était morbide, quoi. Ouais. C'était dégueulasse, tu vois ce que je veux dire. Et je pense qu'il fallait cibler les gens, les fouteurs de merde, ça, il fallait les cibler et les interdire à vie de stade. Et je pense qu'avec les moyens de caméra, etc.,
Et en fait, ils n'avaient pas le temps. Il y a eu un mort, il faut régler ça tout de suite. Et c'est le mort en fait qui crée ça. Et tu sais, C'est Yann Laurence. Oui, de toute façon, on est toujours en réaction, très grave. donc c'est toujours parce que il s'est Et t'as passé pas le quelque temps de chose mettre que- en place un plan qui aurait peut-être duré un peu plus longtemps, mais qui aurait permis de cibler les vrais responsables des fouteurs de merde, etc. Là, c'était pas possible. Et bien, du coup, ça a été radical. Et rapidement, parce qu'on en parlait des discussions qu'on avait eues avec les anciens, moi j'en ai parlé aussi de ça avec Camboire et Alain Roche récemment, et on parle des résultats sportifs et tout depuis tout à l'heure, il n'y a rien de pire dans l'histoire d'un club que cette période-là, et ce qui s'est passé, ça vaut 3 luttes pour le maintien, etc. Et moi il me disait mais enfin Roche et même Camboire me disaient, mais tu te rends pas compte, on allait à l'hôpital le soir voir le mec sur son lit d'hôpital avec ses parents à côté et tout. Mais évidemment qu'il fallait faire quelque chose, évidemment il y a des choses beaucoup plus graves entre guillemets que des résultats et surtout que certaines libertés à un moment donné. non, mais ça, je suis Il d'accord. précise Alain Roche parce qu'il était directeur et sportif à l'époque, Comboiré, entraîneur, entraîneur. entraîneur de Non, ça a été trop loin, l'équipe. clairement. Bon, après le plan Le Prou, après tout ça, vient l'ère QSI en 2011. Alors il y a eu Benoît Rousseau qui a été le premier président de l'ère QSI, mais qui a été mis en place par intérim, Coup de cœur. qui est resté du 13 juillet au 4 novembre 2011, donc pas longtemps, Quel souvenir. avant que Nasser Al-Khelaifi, l'homme d'affaires qatari, devienne le président, le 17e, mais pour l'instant voilà, actuel président du Paris Saint-Germain, le premier président étranger aussi, hein. Ouais, c'est vrai. Il faut le souligner. Président qui est également le plus titré, devant Michel Denisot, qui a remporté 8 trophées entre 91 et 98. À ses 33 titres, je les ai comptés. Il y a 10 titres de champion de France, 7 victoires en Coupe de France, 6 Coupes de la Ligue et 10 trophées des champions, évidemment, sur la scène européenne. Il y a la finale de Ligue des Champions en 2020 face au Bayern Munich et la demi-finale cette saison contre le Borussia Dortmund. Yacine, quel bilan faire de la présidence de Nasser Al-Khelaifi qui est toujours en cours? C'est difficile de résumer. Déjà, pratiquement 14 ans de présidence à la tête du PSG. Bon, en tout cas, c'est un président stable, ça on peut pas le dire, qui a été placé là par Qatar Sport Investment, QSI, qui a racheté le club et qui n'est jamais parti. Pourtant, il a été contesté par les supporters, par le public, par les médias, via différentes affaires, etc. Mais il est toujours resté en place. Ouais, mais le bilan, quoi qu'on en dise, il est quand même positif parce que quand on se rappelle d'où vient le PSG, quand on se rappelle de l'effectif du PSG au moment où QSI le rachète, il est positif parce qu'en termes de développement d'image, de marketing et sur la scène mondiale, le PSG est devenu quelque chose de très important, une marque. On voit des maillots du PSG partout dans le monde, on voit partout où vous allez avec un maillot du PSG, on sait que c'est un maillot du PSG. Il y a des boutiques qui ont ouvert partout, des aussi, académies voilà. dans les quatre coins du Donc globe. en termes de développement, d'image, de communication, il y a de marketing, le bilan il est ultra réussi. Je ne sais pas si on peut faire beaucoup mieux, honnêtement, quand on se rappelle combien a été acheté le PSG et combien il coûte. Et le chiffre d'affaires réalisé aussi, la Exactement. valorisation du club maintenant qui vaut. Après, le problème d'Al Khelaifi, c'est qu'il y a deux problèmes. Le premier, c'est le nombre de casquettes qu'il a. Et qu'à un moment donné, on a même des doutes sur son investissement au PSG. Alors, pas son investissement en tant que président, mais le fait de ne pas pouvoir être là tout le temps parce qu'il a tellement de choses à gérer. Alors, il est président du conseil d'administration de Bein Media Group, déjà. Membre de l'UEFA autour de la table pour Le CA. le CA. Président de le CA. gros. Président de l'ECA, et il siège aussi au conseil de la LFP. Bon, ça Voilà. c'est normal, Ouais. c'est un titre Tous les présidents normal, voilà, siègent. tous les présidents de Ligue 1 majoritairement sont dedans, Donc, mais ça fait plusieurs casquettes. Ça fait Il beaucoup est de casquettes. au tennis, il est dans, Voilà. il a des Paddle. affaires aussi perso. Paddle. Le Voilà. paddle maintenant aussi, Voilà. voilà. Donc, soit les journées durent 63 heures, et c'est possible, soit à un moment donné, c'est pas possible. Non, il a beaucoup délégué. hein, Mais de toute façon. il y a un deuxième problème avec Al Khelaifi. Enfin, deuxième problème. Dans le jugement qu'on a d'Al Khelaifi, il y a deux éléments hyper importants. Le premier, c'est sa proximité avec l'émir. Parce que c'est l'émir qui met l'argent et donc qui mette quelqu'un de très proche de lui, etc. Je pense que malheureusement, c'est pas contestable. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a eu la Coupe du Monde au Qatar et qu'on l'a répété, nous, à travers plein de podcasts. En fait, son bilan, on peut le faire parce qu'on a des éléments, mais on ne peut pas le faire sans tenir compte du fait que la Coupe du Monde au Qatar a engendré des choix de joueurs, etc., des choix sportifs qui étaient, qui étaient mis en place à cause de la Coupe du Monde au Qatar. Et on voit bien que là, depuis un an, c'est en train de changer, en tout cas en termes de politique sportive. Donc j'ai envie de dire que son bilan, on le fera quand il partira, et qu'il y a peut-être un virage qui a été pris.
Maintenant, le développement du PSG est quand même exceptionnel en termes de tout, quoi. Clément, un mot rapide sur Nasser Non, Al-Khelaifi. Yacine a tout dit. Moi, j'ai du mal à dresser un bilan quand c'est pas terminé. Mais les forces et les limites ont été abordées par Yacine. Et en tout état de cause, il aura une place importante dans l'histoire du PSG de par la durée et de par le nombre de trophées. Mousse, sur le style de Ça va être présidence. très rapide parce que je pense qu'on fasse une émission, le joueur il partira. Donc ça va être Ouais. rapide. On le remercie évidemment pour les joueurs qui nous a emmenés et on n'aurait jamais pu croire que le PSG aurait atteint ce niveau-là. Mais je pense vraiment que comme il est en place, il faudra qu'on en reparle un jour où vraiment Bien sûr, on fera une quelques émission, mois après son départ et là on fera un vrai bilan. Mais évidemment qu'il a changé, le Qatar a changé la face et l'histoire et la dimension du Paris Saint-Germain. Quant au bilan, Yacine a très bien parlé, mais il y aura d'autres choses à dire, mais je pense qu'il faut qu'on attende et on fera une émission spéciale sur Nasser De 2 Al-Khelaifi. heures. Ce qui était intéressant dans cette émission, c'était pour les plus jeunes déjà de parler des anciens présidents. Nasser Al-Khelaifi, on en parle souvent, et je pense qu'une émission spéciale, le jour où il partira, on lui rendra hommage ou pas. On 13 verra sur Yacine. 13 ans de présidence. Il y a des choses à dire. C'est pour ça qu'on ne peut pas résumer ça en 2-3 minutes. Et donc voilà. Et t'as raison, on fera un bilan, mais c'était surtout revenir sur Bien les sûr. présidents pour comprendre aussi comment le club en est arrivé là par l'histoire de ses présidents et les différentes époques du Paris Saint-Germain. Émission intéressante, voilà, où on a parlé d'autre chose que des joueurs, entraîneurs, du sportif. Là, on est sorti, on s'est éloigné un peu pour parler donc des différents présidents du PSG qui ont marqué l'histoire du club. Merci Clément. Alors JB n'a pas disparu, hein, c'est parce qu'il avait Un impératif. Voilà, un impératif de travail et donc il a quitté l'émission en cours, mais on le remercie pour le début de l'émission. Merci Mousse, merci Yacine, merci Hugo. Motaïba Studio d'avoir assuré le plateau et puis Virage Production qui nous permet de réaliser cette émission. Merci à tous et puis à bientôt pour une émission premium sur la chaîne YouTube de Paris United. Salut. Ciao.